Bienvenue sur la chaîne African News. Aujourd'hui, on revient sur un moment politique fort au Bénin. L'intervention du président Candide Azanahi au siège du parti Restaurer l'espoir. Dans un contexte où les principes de 1990 sont mis à l'épreuve, cette prise de parole apporte des vérités essentielles et remet les choses à leur place. Restez jusqu'à la fin. Vous comprendrez clairement ce qui se joue aujourd'hui pour notre démocratie. Merci d'être abonné à la chaîne Africa News. Et comme vous le savez, notre pays traverse une très mauvaise passe. On avait cru que, avec les premiers signaux, Patrice Talon allait s'arrêter, mais non. On a constaté que non seulement il s'enfonce, mais cette fois-ci, il dépasse toutes les limites et s'inscrit totalement dans ce qu'on appelle une oppression politique. Or, tout le monde sait qu'en cas d'oppression, il n'y a qu'un seul droit, le droit de résistance. Il n'y a pas d'autre issue. Lorsque l'oppression est constatée, le droit, qui est un droit universel, qui est reconnu à tout le monde, est le droit de résistance. J'ai pris assez de temps pour l'expliquer, mais il se trouve des gens qui ont les oreilles dans le ventre, et comme paraît-il, dans le ventre il y a un autre cerveau, les gens réfléchissent par le ventre. Il est normal que vous commenciez par vous former, par être aguerris, par vous outiller, pour que petit à petit, nous essayions de déplacer le centre de gravité des opportunistes de leur ventre pour les positionner dans la tête et dans la raison. D'abord, je voudrais vous situer sur comment lire les événements qui se produisent. Il y a une manière de lire les événements qui se produisent. Si vous n'avez pas des grilles de lecture, vous ne pouvez pas savoir ce qui se produit. Parce que le premier élément dont se nourrit la dictature, dont se nourrit la tyrannie, c'est l'ignorance du peuple. C'est la première question, la première bataille. Lorsque vous voyez un système, un dictateur faire n'importe quoi, ne le suivez pas d'abord. Cherchez à comprendre les vocabulaires qu'il utilise, les mots qu'il utilise. Et cherchez à savoir d'abord si vous comprenez ces mots. Et si ces mots ont le même sens pour lui et pour vous. Parce que le débat dans la société est un débat de sens. Et le dictateur procède par la corruption des mots. Le premier recours du dictateur, c'est la corruption du mot. Il procède par ignorance. Et en cherchant à mettre à nu son ignorance, vous allez voir qu'il perd son discours. Et parce qu'il craint de perdre son discours, il procède par la suppression de la liberté de presse, la suppression de la liberté d'opinion et la suppression même de la liberté, de la possibilité de penser. Et c'est là ce qu'il faut voir. Si nous sommes d'accord sur ça, nous allons, pour répondre à vos questions, nous situer, nous donner deux repères. Le premier repère est 1990. Le second repère est 2016. Si nous voyons 1990, que s'est-il passé? Certains vont vous dire, le passé n'est rien. Non. Je vous dis, et en vous le disant, je n'invente rien. Je ne fais que plagier d'autres qui l'ont dit avant moi. Winston Churchill a dit au niveau, dans la période des années de guerre, la Seconde Guerre, il a sorti une célèbre phrase. Il dit, pour voir loin dans le futur, il faut savoir scruter loin dans le passé.
C'est pour ça que personne ne peut vous dire de ne pas voir le passé. Sans le passé, vous ne pouvez avoir aucune compréhension du présent et aucune projection sur le futur. Le passé le plus récent qui est présent encore devant nous, c'est la conférence nationale. Quelqu'un l'a posé tout à l'heure. Mais je ne vais pas vous raconter l'histoire de la conférence nationale, mais je vous dis, l'une des conclusions majeures de cette conférence nationale est plus jamais ça. Pourquoi nous avons dit plus jamais ça? Le plus jamais ça veut dire on ne fera plus jamais ça dans ce pays. Et c'est une conclusion majeure. C'est dans le rapport de feu professeur Albert Teboye, le rapport final de la conférence que tout le monde a applaudi. Et n'oubliez pas, cette conférence vient pour régler le problème de la pensée unique, de la dictature, de l'oppression. Donc, nous avons réglé la solution à l'oppression. Nous l'avons réglé en 1990, chers amis. Et nous avons dit, plus jamais ça. Et c'est ça qui se retrouve dans le préambule de la Constitution. Le seul document qui nous réunit en tant que Béninois, jusqu'à nouvel ordre, c'est les actes de la conférence nationale, lesquels actes ont été transcrits dans la Constitution. C'est ça le point de départ. Ce passé est ce qui nous unit. La seule chose qui nous unit au Bénin, c'est la conférence nationale. Les rêves de Patrice Talon n'unissent pas le peuple béninois. Je ne suis pas lié au rêve de Patrice Talon. Je pense que parmi vous là, la chose vous a tellement tétanisé, beaucoup de gens je vois dans la ville, que lorsque même ils appellent le nom de Patrice Talon, ils tremblent. Ils tremblent. Non. J'ai discuté avec quelqu'un hier, il voulait dire le nom de Patrice Talon, il me dit de mettre mon téléphone loin. Avant de me dire, prononcer le nom de Patrice Talon, je viens de sortir. J'ai dit à cette personnalité, je ne discute pas avec vous, sortez de chez moi. Il a tout dit, je l'ai renvoyé. Je ne veux plus discuter avec lui. La seule chose, j'insiste là-dessus, c'est la conférence nationale. Si nous comprenons ça, nous allons venir à 2016. Talon a prêté serment sur quoi? Il a prêté serment sur la Constitution, qui est l'acte constitutionnel, le pacte fondateur qui nous réunit. Il a prêté serment sur ça. Il a prêté serment en contenu, en modalité et en durée. C'est tout. Nous ne pouvons suivre Patrice Talon et le respecter que par rapport à ce serment. Dès lors qu'il sort de ce serment, il ne sera pas respecté. C'est ça la question. C'est ça que vous devez expliquer à tout le monde. Aussi longtemps qu'il est dans le serment qu'il a prêté en 2016, il est absolument respecté. On lui obéit. Parce que nous sommes enfermés, lui et nous, dans un serment que nous avons rédigé ensemble, donc presque prononcé ensemble. Et c'est ce serment que nous allons surveiller. C'est tout le problème. Lorsqu'il modifie la durée de mandat, il ne mérite plus respect. Allez lire la Constitution de 90. La durée et le nombre de mandats ne peuvent pas être modifiés en catimini. C'est écrit dedans. Donc tout part de là. Le grief, le premier grief part de là. Et tout débat que vous allez faire doit partir de ces deux repères. Une fois que ce décor est planté, je peux prendre vos questions et répondre à vos questions.
Maintenant, si nous voulons aller à un niveau un peu supérieur de raisonnement, nous allons dire, mais écoutez, 90-2016, mais quel est le fondamental que personne ne peut négocier, discuter? Les indiscutables. Quels sont les indiscutables? Ce que personne ne doit discuter encore au Bénin. Nous pouvons dire qu'il y a des choses qu'aucun Béninois ne peut plus discuter. Ces choses-là existent dans le débat, le pacte de 1990, ces choses-là sont dedans. Et dans le repère de 2016, ces choses-là sont dedans. C'est ce qu'on appelle les libertés et droits fondamentaux. Chers amis, il y a les libertés et les droits fondamentaux qui sont des non négociables. C'est les principes, c'est les valeurs. Talon n'a inventé aucun de ces principes, aucune de ces valeurs. Moi qui suis devant vous là, je n'ai inventé aucun de ces principes, aucune de ces valeurs. Mais ces principes et ces valeurs ont une histoire. C'est des conquêtes. C'est des conquêtes historiques qui ont des dates. Et il est important que je vous rappelle ces dates-là. Sinon, nous allons faire des débats comme les Clébé-Yoran le font. Vous devez en quittant ici, même chercher des supports ou demander à la secrétaire générale ou au responsable d'avoir des supports de raisonnement. N'oubliez pas que je vous ai dit, la première bataille, c'est la bataille contre l'ignorance. On ne peut combattre l'ignorance que lorsqu'on est outillé. Et les droits et libertés dont nous parlons, personne parmi nous n'a inventé ça. Des gens avant nous ont sacrifié leur vie, ont sacrifié leur temps, ont fait des privations pour conquérir ces droits et les instituer comme droits universels, droits fondamentaux, inaliénables, des droits qui nous lient et que nul parmi nous ne doit jamais transgresser. Et sans vous perdre le temps, je vous renvoie. Ça a commencé en 1776. En 1776. D'abord en juillet 1776, en Virginie, avec une célèbre déclaration lue par un certain Masson. En juin. Et en juillet, cette déclaration de Virginie a fondé la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc en 1776, il y a eu deux événements majeurs. En juin, une déclaration pour annoncer les droits, les libertés et droits fondamentaux, lesquelles libertés et droits fondamentaux ont servi de fondement dans la déclaration de 1776 juillet pour l'indépendance des États-Unis. Et à partir de là, vous allez voir un phénomène. Il y a eu un enchaînement. En 1783, lorsqu'il y a eu le traité de Paris qui a scellé les accords entre les États-Unis et l'Angleterre, entre les colonies et l'Angleterre, avec Lafayette. Ça, vous demandez à vos professeurs ou choses là, ils vont vous expliquer ça. C'est plus tard qu'en 1789, il y a eu la Révolution française, la prise de la Bastille. Et cette Révolution française a consacré, est comme la synthèse, une conclusion de tout ce qui a commencé en Angleterre. C'est pour ça que quand les gens ont fait la prise de la Bastille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont missionné ceux qui étaient venus, ceux qui avaient pris part aux conquêtes des droits aux États-Unis, les Tocqueville, les Lafayette et consorts, les Condorcet et consorts. C'est eux qui sont venus rédiger l'essentiel de la déclaration de 1789.
Nous n'avons rien inventé. Je cite ces dates pour que vous puissiez voir ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes des intellectuels, vous devez mener des débats dans les milieux savants, tout comme vous pouvez et devez aussi mener des débats dans les milieux populaires, que dans les réseaux de prise de conscience. Donc vous devez être outillés pour faire les débats sur les 3 niveaux, avant de descendre dans les niveaux de la population, vers les TikTok, WhatsApp et autres là. Parce que tout le monde n'est pas censé, tout le monde n'est pas allé à l'école, ne peut pas lire. Mais vous, une fois que vous avez la capacité, la chance d'accéder à ces choses, vous allez savoir les cuisiner, les rendre plus digestes aux autres. Mais vous devez aller chercher ces choses pour pouvoir faire les débats. Donc lorsque nous parlons de 1789, la conquête des droits de l'homme, nous partons de loin. Nous partons de très loin. Je vais vous faire une petite histoire qui va vous faire rire. Lorsque même, un peu après 1789, vers les 1780, oui, autour, il y a eu un événement extraordinaire en Irlande qui a amené le concept de boycottage. Boycotter, c'est le nom d'un individu. Le boycott, c'est quelqu'un qui s'appelle Boycott. Charles Boycott. C'est un nom. C'est un intendant d'un grand patron. Et au cours d'une récolte, une saison n'a pas été bien. Et malgré que la saison ne soit pas clémente, il continue de pressurer les ouvriers. Au point où, dépassés, ne pouvant plus supporter, vous savez ce que les ouvriers ont fait? Les paysans et les ouvriers, ils ont refusé d'exécuter ces ordres, pacifiquement. Et quel que soit ce que Charles Boycott va dire, les gens l'ignorent, on le regarde, personne ne va plus lui prendre ses courriers, il dit de faire quelque chose, tout le monde refuse. Il chicote les gens ne répondent même pas, les gens sont là. Et puisque ça a continué, les travaux n'ont pas été exécutés, les champs n'ont pas été labourés, les récoltes, tout se perdait, et son patron à lui maintenant est obligé de le renvoyer. D'où l'expression boycott est venue. Et c'est un autre Charles Panel qui, se souvenant de ce qui est arrivé à Boycott, a pratiqué ce qu'on appelle boycott, et le verbe boycotter et boycottage, tout ça là est venu. Donc, je vous dis ça pour vous dire que lorsque l'oppression étouffe et que vous n'avez plus de possibilités, vous devez chercher un mécanisme pour sortir de l'oppression. Et c'est ce mécanisme pour sortir de l'oppression qui est la résistance. Donc, tous les droits de 1776, 1783, 1789, et même dans la Constitution, un document majeur de 1793, tous ces droits ont pour base 4 droits fondamentaux. Le droit à la liberté, vous devez retenir que vous avez le droit à la liberté. Personne ne peut empiéter sur vos libertés. Vous avez le droit à la sûreté. Personne ne peut vous empêcher d'être sûr. C'est-à-dire, si vous quittez ici pour aller menotter, pour aller à Saint-Jean, vous devez être sûr que vous devez aller à Saint-Jean. Vous avez le droit à la propriété. Vos biens vous appartiennent. Le fruit de vos biens vous appartient. Et enfin, il y a un droit que les gens ne comprennent pas. Et c'est dommage jusqu'à aujourd'hui que c'est un droit. Le droit de résister. Résister n'est pas un rêve. C'est le seul droit lorsqu'on a l'oppression en face. Et ce droit est inscrit dans les déclarations de 1789. Repris en 1793. Et chose curieuse, en 1945, ça a été repris. Et en 1948,
C'est dans la Charte des Nations Unies. Et qu'est-ce que l'oppression? L'oppression, c'est lorsqu'on étouffe l'aspiration de quelqu'un. Les aspirations, vos aspirations légitimes, lorsqu'on les étouffe, c'est l'oppression. Et contre ça, vous devez résister. Le droit à la résistance est un droit de l'homme. Et ça fait partie des 4 droits fondamentaux. Le droit à la résistance. Je vous explique ces choses. Pour en tirer quel intérêt? Pour que vous en tirez quel intérêt? C'est qu'en 1990, nous avons réaffirmé tous ces droits contre Kérékou, contre le PRPB. Je ne diffame personne, au contraire, je fais l'éloge et je rends hommage à Wanwa Thérèse, à Boubacar Baparapé, qui sont vivants et qui vivront longtemps. Les Sindété Denis, qui vivront longtemps. Il y a d'autres qui n'ont pas, qui ont perdu la vie. Mais nous avons mis ces droits-là. Et ce que certains ne veulent pas que vous compreniez, c'est que ces droits qui font partie intégrante de la Charte des Nations Unies, ces droits ont été repris dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Et chers amis, en 1986, sous le PRPB, le Bénin, la République populaire du Bénin, a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine. Le PRPB était un régime de dictature et a ratifié une convention internationale africaine qui consacre le respect des droits. Je ne sais pas si vous ne voyez pas le sens qu'il faut donner à ça. Mais en 90, quand nous avons fait la conférence nationale et que nous avons fondé la République du Bénin le 28 février 1990, qui est entrée en vigueur le 1er mars 1990, nous avons mis en place la rédaction d'une constitution qui a été adoptée en décembre 1990. Et si vous lisez le préambule de cette constitution, qu'est-ce qu'il y a dedans? La Charte africaine, d'abord, la déclaration de 1945 est prise en compte à travers la Charte des Nations Unies. Il y a la déclaration, la Charte des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, que j'ai rappelé tout à l'heure, est prise en compte et font partie intégrante de la Constitution. C'est-à-dire, ces accords internationaux font partie, ces traités et engagements internationaux font partie intégrante de la Constitution de 90. Et là, ça nous lie. Parce que le Constitution de 1990 a dit quelque chose. Non seulement ça fait partie intégrante des droits de la Constitution, mais ces documents ont une force supérieure aux lois internes. Autrement dit, si nous avons fait une loi, nous avons voté une loi à l'Assemblée, cette loi ne peut pas entrer en concurrence au point de renier les engagements internationaux, avec les engagements internationaux. C'est ça ce que je voudrais que vous sachiez. Nous ne sommes pas libres d'écrire n'importe quelle ignorance comme texte constitutionnel. Personne ne peut se lever et dire, comme un certain Hassan Seibou, c'est Hassan Seibou qui s'appelle, qui a géré Bénin Taxi. Le Bénin Taxi dont nous attendons l'audit jusqu'à aujourd'hui, il se lève caillardement et il dit, bon, si quelqu'un va devant les médias et dit des choses contre le pays, on va retirer les droits civiques de la personne. Lui, il est tribunal. Talon est tribunal, Talon est une cour, Talon est une juridiction. Est-ce que le député a une juridiction? Est-ce que le député a une cour? Mais les gens là,
Ils sont tombés sur le crâne ou ils sont tombés où? On dit que si vous dites ça, ils vont vous arrêter. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Donc, les gens rêvent seulement, ils rassemblent leurs copains et ils vont dans une salle, ils éteignent les lumières et ils allument les lumières, ils disent, maintenant là, vous n'allez plus parler. Vous allez vous taire pendant 5 ans, pendant 6 ans. Nous, on continue. On va dire tout en votre lieu et place. On va faire le développement. Mais ils savent ce qu'on appelle le développement. Ils savent. Le débat est là. Le débat n'est pas il est gros, il est petit, il est gentil, il est chauve, il est si là. Non, le débat n'est pas là. Le débat est-ce que ce qu'on est en train de dire tient la route? Est-ce que les gens qui font ça agissent comme des gens qui ont le cerveau ou bien les gens qui ont pété les plombs? Est-ce qu'il y a des câbles qui n'ont pas sauté dans la tête de certains? Je me soumets à vos questions, je vous remercie. Au regard des événements qui s'enchaînent, est-ce qu'il y aura réellement une alternance à la tête de notre pays en 2026? Moi, j'ai une question. Après cette résistance, qu'allons-nous faire pour ne plus tomber dans ces travers pour les années à venir? Il n'y a pas d'alternance en 2026. Pour qu'il y ait alternance, mon cher ami, il faut qu'il y ait d'abord élection. Et pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait démocratie. Il n'y a pas d'élection sous une dictature. Lorsque le dictateur place les urnes, désigne ses candidats, il fait de la comédie. Le mot élection est incompatible avec le mot dictature. Le mot élection est un mot qui fonctionne avec la démocratie. Et votre question m'amène à vous expliquer quelques nuances. La première nuance, c'est celle qui fait la différence entre la démocratie et la dictature sur la question de l'élection. C'est dans la démocratie qu'on fait une élection. Dans la dictature, on ne fait pas une élection. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la démocratie, on fait une élection. Dans la dictature, on ne fait pas une élection. Et la dictature commence quand? Parce que voilà encore un jeu sur lequel on trompe tout le monde. Et ça, c'est le travail des diplômés. Il y a des diplômés que vous n'allez pas confondre aux intellectuels. Nous avons beaucoup de diplômés dans le pays, mais qui sont des cancres, des dangers. Et ce sont les ingénieurs de fabrique du mensonge, de la manipulation du faux, des spécialistes. Lorsque vous parlez de démocratie, vous avez élection. Mais lorsque vous parlez de dictature, vous n'avez pas élection. Pourquoi? Parce que la dictature commence dans des nuances. La première nuance, on vous dira qu'il est autoritaire. C'est un chef autoritaire. C'est un régime autoritaire. Mais dès qu'ils disent ça, c'est qu'ils ne veulent pas l'appeler dictature et tyrannie. Ils vous trompent. Ils altèrent votre compréhension de la situation. Ils vous anesthésient, ils vous distraient. Ils vous font faire ça de l'anesthésie. Douce, douce. On vous fait glisser de la démocratie. On dit qu'il est autoritaire. Mais celui qui est autoritaire, vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'il laisse le système démocratique en phase, mais exploite les failles de la démocratie pour détruire, pour faire, ce qu'on appelle la démocraticide. Je ne sais pas si ça existe, pour tuer la démocratie. On parle d'un régime, d'un pouvoir autoritaire. Dès que le pouvoir devient autoritaire, les droits sont là, mais c'est lui qui contrôle. Vous ne pouvez plus avoir accès aux droits, mais qui ne sont pas supprimés. Donc, le début de la dictature, c'est lorsque les droits sont là, ne sont pas supprimés, mais l'accès dépend du chef autoritaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Dès que vous voyez ça, c'est une dictature.
il y a des choses sur lesquelles vous devez accepter la nuance à l'intérieur pour justifier la corrosion, la pourriture, l'altération de la chose. Et quand vous quittez le premier pas de la dictature qui est l'autoritarisme, vous entrez maintenant dans l'autocratie. C'est toujours des maladies du pouvoir. Lorsque le monsieur quitte la dictature, il devient autoritaire, il vous observe. Il vous observe, il vous épie. Si vous n'êtes pas vigilant pour arrêter ça tout de suite, il se sert de ça pour tuer, déstabiliser, détruire complètement tous les contre-pouvoirs. Soit par la corruption, par la séduction, par la terreur ou par la manipulation. C'est comme ça qu'ils ont fait à quelqu'un dont je ne veux pas appeler les noms. Et on l'a surpris dans des vidéos où il faisait un peu de sex-tape. Et comme on sait qu'il est un obstacle, on a pris la vidéo, on l'a appelé, on a dit, bon, regardez cette vidéo. Depuis ce jour-là, ce monsieur, il devient docile, horizontal, comme mollusque. Horizontal. Le chef autoritaire peut marcher sur sa tête, peut pisser dans ses narines. C'est ça. Donc, lorsque vous voyez ça, sortez du système et combattez en même temps. Mais quand il quitte l'autoritarisme, il va à l'autocratie. L'autocratie, maintenant, il s'attaque aux droits. Ce n'est plus que les droits sont là. Et il gère l'accès, il module la jouissance au plus offrant, mais cette fois-ci, il modifie et adapte la jouissance des droits à lui, sa pensée, à son rêve. Il devient autocrate. Vous allez voir toutes les formes dans le système Patrice Talon. Vous allez voir toutes les formes dans le système Patrice Talon. Et quand il prend les lois, il les modifie, il les détruit, et il les adapte à sa manière, il devient autocrate. Et à partir de là, il devient maintenant le despote dictateur lorsqu'il supprime définitivement maintenant. Il supprime. Finalement, il supprime. Vous n'allez plus parler pendant 6 ans. C'est fini ça. Au niveau des syndicalistes, vous avez 2 jours par mois, 10 jours par an. Et il ne s'en cache pas. Hein. Dès qu'il fait le jeu, il dit, dès que c'est promulgué, dès que c'est voté, moi je promulgue et je mets en application. C'est comme ça qu'on voit les nuances. De la démocratie, on passe à l'autoritarisme. De l'autoritarisme, on passe à l'autocratie. De l'autocratie, on va vers la dictature tyrannique, despotique et cruelle. Et vous avez tous les tableaux. Depuis 2016, vous avez tous les tableaux. Nous sommes dans le dernier tableau qui ouvre sur la tyrannie. C'est ça, pour ça que je devais vous expliquer ça. Cette chronologie, vous devez voir pour comprendre la faute, l'état d'ignorance de la population. La faute nous incombe, nous les acteurs politiques. C'est parce que nous avons failli à notre mission. Pour répondre à celui qui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque cette bataille va finir? Que faut-il faire pour ne plus tomber dedans? C'est l'éducation à la citoyenneté. C'est l'éducation à la citoyenneté. Il faut revoir le programme d'enseignement, surtout dans les sections des sciences humaines, des sciences de la pensée critique. Former les citoyens à la pensée critique. Et cette formation ne peut se faire que lorsqu'on crée des modules, lorsqu'on crée des cursus de formation à la citoyenneté et aux droits de l'homme. C'est la seule chose, c'est l'éducation qui éveille. C'est l'éducation qui va sauver le monde. Parce que c'est l'ignorance qui tue le monde. Je profite pour vous répondre rapidement à cette question parce que j'ai dans ma tête une telle question à transpirer tout à l'heure à chose là. Que faut-il faire? C'est l'éducation à la citoyenneté. Et qu'il faut le faire à partir de la maternelle. À partir de la maternelle, avec un coefficient très fort. Et même s'il y a des concours de recrutement, dans n'importe quel cycle, il doit y avoir une matière, une discipline à forte moyenne
qui doit être l'éducation à la citoyenneté. Nous, quand on était petits, on était jeunes, il y avait l'éducation au patriotisme. Patriotisme, probité. Vous ne pouvez pas voler, on vous dit vous ne pouvez pas voler, vous ne pouvez pas. Les biens de l'État sont respectés. Le bien public est respecté. C'est l'éducation. Je n'ai pas de solution magique que l'éducation. Et Mandela l'a dit. Le premier travail que le leader doit faire, c'est de lutter contre l'ignorance. Et ça passe par l'éducation, à partir de l'enfance. Parce que si l'enfant est tordu, il ne peut plus être redressé. La nature humaine, par définition, est une nature tordue. Il y a un auteur qui a dit que l'homme est taillé dans un bois si tordu qu'il est presque impossible de le redresser. Kant. Donc, c'est petit, dès le bas âge, que le travail va se faire. Dès le bas âge. L'éducation à la citoyenneté. C'est très important. Parce que si vous éduquez à la citoyenneté, vous n'aurez pas des mafieux. Des gens qui auront envie d'installer la mafiocratie. Des gens qui veulent une république de la mafia et du crime. Une république de l'ignorance. Après des aides de compétences, c'est la république de l'ignorance qu'on veut installer. La république de quoi